Vous écoutez le premier volet de la mini-série Comment trouver son matériel sur le marché de l'occasion et dans cet épisode, on va s'intéresser à comment aborder le marché photo et vidéo d'occasion. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Pour le premier épisode de notre mini-série Comment trouver son matériel sur le marché de l'occasion, on s'intéresse à comment aborder ce marché photo et vidéo d'occasion pour l'achat mais aussi la vente. Quelles raisons peuvent nous pousser à acheter d'occasion? Quels sont les différents scénarios envisageables? Quels sont les avantages et les inconvénients en fonction de son profil et de son budget? Ou enfin, comment réussir à limiter les coûts au maximum? Voilà par exemple les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Cette mini-série est présentée par MPB, la plateforme de référence pour trouver du matériel photo et vidéo d'occasion, vérifié et garanti. Et ben c'est parti pour cette mini-série, nouveau concept pour Faut pas pousser les ISO et ce premier épisode. Bonjour à toi Benjamin. Ouais, salut Arthur. Oui, nouveau format, c'est chouette, mais je suis très adepte des mini-séries sur des plateformes comme Netflix ou Disney+, ou HBO Max, donc je pense que ça va être intéressant de se frotter à ça, et pour nos auditeurs, une occasion de nous suivre de manière un petit peu plus séquencée, sur un format un petit peu plus court, ramassé. Donc on va bien voir, mais c'est chouette de se frotter à l'exercice. Et on va s'intéresser donc à cette thématique du marché photo et vidéo d'occasion. Et les 4 épisodes de cette mini-série sont d'ores et déjà disponibles à l'écoute. Donc il y a l'épisode d'aujourd'hui avec des conseils généraux qu'on va faire ensemble, Benjamin. On a un épisode qui est consacré au boîtier plein format avec le photographe Bertrand Bernager. Un épisode consacré aux objectifs à très grande ouverture avec le photographe Quentin Caffier. Et enfin, et pour terminer, un épisode consacré aux action cam avec la vidéaste et photographe Aurélie Gonin. Et bien entendu, pour tout de suite déroger à la règle, Benjamin, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de Faut pas pousser les ISO que l'on se retrouve en tête-à-tête pour cette émission. On va partager nos conseils, nos expériences, nos anecdotes sur l'achat de matériel photo et vidéo d'occasion. Oui, on se retrouve déjà sur les teasings, hein. Donc, là, c'est la première fois sur un épisode au long cours, mais pourquoi on fait ça? C'est parce que tous les deux, on a quand même une expérience en la matière, notamment sur la plateforme MPB. Donc, on va modestement pouvoir évoquer nos expériences respectives, à la fois dans le domaine de l'achat, mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, de la vente. Alors pour ce qui est de l'achat, pour commencer, de matos photo et vidéo, choisir de se tourner vers le marché de l'occasion est naturellement une bonne idée, mais il faut se lancer en connaissance de cause pour faire les bons choix en fonction de vos envies, de votre budget et surtout de votre profil. Parmi les très nombreux scénarios qui peuvent se dessiner, on peut par exemple vouloir aller sur de l'occasion pour simplement faire des économies, ou alors pour accéder à des produits plus haut de gamme, ou alors pour revenir à ses premiers amours, et même peut-être et avant tout pour des raisons écologiques, et ce que l'on soit novice, expert ou professionnel. Et puis quitte à acheter d'occasion, pourquoi ne pas aller au bout de la démarche en vendant aussi son matériel qui prend la poussière sur ses étagères car il n'est plus du tout ou trop peu utilisé. Benjamin, c'est quoi toi tes principales motivations quand tu décides d'acheter du matos d'occasion, un boîtier ou une optique? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le fait que les produits qui t'intéressent sont juste plus disponibles en neuf? Est-ce que c'est l'aspect environnemental? Est-ce que c'est peut-être la non-nécessité d'avoir toujours accès aux toutes dernières technologies? Est-ce que c'est un mélange de tout ça ou est-ce que c'est autre chose? C'est tout ça à la fois, très clairement. Maintenant, si je suis totalement franc, honnête, je vais pas mettre la problématique environnementale en tête, même si elle me tient à cœur à plein de niveaux, hein. Mais c'est d'abord pour des raisons financières, bien sûr. C'est accéder notamment à du matériel qui va être encore très performant, qui a pu me faire rêver quelques années auparavant, dont le prix a chuté, et pour une bonne raison, puisque c'est du matériel de seconde main qui pour autant reste dans un super état parce que toujours très bien conditionné. Donc ça va être la raison première. Et puis, donc je viens de le citer, mais oui, la raison environnementale, parce que acheter
du matériel qui n'a pas été produit pour moi en tant que consommateur final, mais du matériel qui existe, qui n'est plus utilisé, bah, ça fait du sens et ça fait pleinement sens en 2026. Bon, en tout cas, pour ce qui est du prix, faut pas non plus s'attendre à faire les affaires du siècle d'occasion. Enfin, tout dépend de ce vers quoi on va se tourner. Je me suis amusé à faire une petite étude comparative d'une config un peu incontournable. Par exemple, pour un photographe très expert ou un professionnel qui veut se lancer. J'ai comparé une config EOS 5D4 avec un 24-70 de 8 constant d'il y a 10 ans, au moment de la sortie de ce boîtier-là, qui reste un super réflexe. Oui, le 5D4 reste un boîtier tout à fait d'actualité en 2026, tant sur les caractéristiques photo que vidéo. C'était le dernier réflexe de la série 5D. Et très franchement, bah oui, bien vu, tu as raison de regarder ce que ça donne sur MPB, parce que les gens qui ne jurent que par la visée réflexe ou qui ont envie d'essayer, c'est un boîtier absolument incontournable. Oui, et puis on se rend compte finalement qu'en 10 ans, les prix n'ont pas vraiment évolué. Ils sont assez stables, hein, si on prend en compte Ouais. l'inflation. Naturellement, un 5D4 plus un 24-70 il y a 10 ans, ça coûte à peu près la même chose qu'un R5.2 plus un 24-70 aujourd'hui. Alors quand on va sur MPB et qu'on cherche d'acheter d'occasion cette config là qui fait un peu rêver, le R5.2 avec un 24-70 RF, on va arriver à un petit 17% d'économie par rapport au neuf. Donc c'est pas non plus des réductions stratosphériques. Il faudra se poser la question si c'est intéressant, notamment pour les professionnels qui peuvent d'ailleurs récupérer la TVA sur le matériel neuf. Par contre, là où ça commence à devenir intéressant, c'est si on décide de rétrograder un tout petit peu dans les générations de boîtiers. Si on s'intéresse au R5 première génération, qui est toujours un super boîtier, Qui date de 2020, qui est un super boîtier, tu as raison de le rappeler. Ouais, ouais. avec un 24-70 RF, là, on tombe à 40% d'économie par rapport à du matériel neuf. Et si on va encore plus loin en arrière et qu'on va chercher justement ce fameux EOS 5D Mark IV avec un 24-70 en monture EF, là pour le coup, puisqu'on est en réflexe, on arrive Ouais. à 70% d'économie par rapport à une config équivalente neuf actuelle. Donc voilà, tout dépend un peu de la philosophie et la logique dans laquelle on se met. Et puis l'autre point qui est important, Benjamin, c'est que finalement, les gammes actuelles sont extrêmement développées, la durée de commercialisation des produits s'allonge, et il y a certains produits qu'on trouve juste plus du tout en neuf. Oui, alors ça c'est totalement vrai. Même si justement, on peut voir chez Sony avec l'arrivée de la 7.5 que la 7.4 par exemple va continuer sa vie, mais ça veut dire aussi qu'on va en trouver de plus en plus sur le marché de l'occasion à des prix encore plus intéressants, même s'il reste au catalogue. Donc ça, il faut aussi le signaler. Un boîtier qui reste relativement récent, il a 5 ans, hein, mais tu as raison, il y a des produits un petit peu plus anciens qui ont eu leur succès à l'époque ou qui redeviennent à la mode. Je pense au GM5 de Lumix, petit bijou hybride qui fait fureur parce que peut-être quelques TikTokers lui ont dressé des éloges. On peut trouver par exemple ce produit sur la plateforme MPB. Alors attention, il n'y en a pas 10 000, hein. Ça part vite, mais on peut essayer de dénicher des raretés. C'est aussi un des charmes de l'occasion, c'est d'aller butiner comme ça, un peu comme si on était à Bièvre sur la foire, sauf que là, on peut le faire en ligne, en se créant des alertes si on ne veut pas passer à côté. Donc ça, c'est un aspect très attrayant aussi sur le marché de l'occasion. Puis on a eu ce changement de technologie aussi qui s'est opéré là sur les 10 dernières années, le passage du réflexe à l'hybride qui a fait que sur le marché de l'occasion, a littéralement été inondé Ouais, ouais, ouais. de produits réflexes, que ça soit des boîtiers et aussi peut-être même avant tout des optiques. Donc si on s'intéresse au Carrément. réflexe, là pour le coup, en occasion, on a du choix. Alors si on s'intéresse au réflexe, et surtout, on peut s'éclater, c'est-à-dire que s'il y a des optiques qu'on a aimées en réflexe, ou j'irais même plus loin, des optiques argentiques qu'on a aimées dans les années, je sais pas moi, 70-80 pour les plus aguerris d'entre nous,
il est tout à fait possible, désormais grâce aux hybrides, d'utiliser des bacs d'adaptation. Et alors, les bacs d'adaptation, c'est la porte ouverte à tout le marché de l'occasion et qui, comment dire, ouvre grand, élargissent considérablement le champ de certaines montures qui vont être bridées par les marques. Je pense à la monture Canon RF, par exemple. Bon, bah, avec des bagues, on peut essayer de transcender un petit peu ça et de réutiliser des optiques du passé qui vont avoir une certaine patte, une certaine colorimétrie. Et là, en termes de prix, ça devient hyper intéressant. Mmh. Puis il y a la question des besoins aussi qui se pose. Finalement, Ouais, on est bien placé pour le savoir. La course, à la technologie, le développement des nouvelles technologies, et toujours plus, toujours plus, toujours plus. mais OK, oui. mais tout le monde n'a pas forcément besoin de 120 images par seconde en rafale. Tout le monde n'a pas forcément besoin de vidéos ultra HD, 6K, 8K, de faire du RAW en vidéo encore moins. Et puis bon, les suivis autofocus dopés à l'IA, c'est génial, ça marche très bien, mais avant que ça existe, bah, on arrivait à faire des très bonnes photos aussi. Donc il faut aussi savoir raison garder sur ce dont on a vraiment besoin. Oui, là, on est en première ligne presque, et on est face à un paradoxe nous-mêmes, puisque régulièrement et au fil de nos saisons, on va faire l'écho des nouveautés et de ces nouvelles technologies qui sont absolument redoutables d'efficacité. Et en même temps, oui, c'est vrai que, il faut resituer, les choses et se dire que peut-être que pour la majorité des utilisateurs, certaines de ces fonctionnalités, seront tout simplement, surdimensionnées, dans l'usage. Et c'est là aussi, qu'on peut, se tourner vers des modèles qui ont peut-être, 5, 6 ans, d'ancienneté et dont les performances seront largement, mais largement suffisantes pour tous les usages. Donc ça, c'est un point très important. On reste des passionnés, on reste à l'affût de tout ce qui se passe en termes d'actualité. Il faut quand même rester sage, je dirais, sur d'autres aspects. C'est important. Et pour terminer, bah, l'aspect environnemental, ça va dans le sens du vent, naturellement. Limiter son impact environnemental sur la planète, bah, quand on fait le choix, d'aller sur de l'occasion, bah, on limite son impact. Ça fait des produits, qui sont, reconditionnés, remis sur le marché. Ça évite du transport, ça évite, de la consommation de CO2. Enfin voilà, ça a que des avantages, en tout cas de ce point de vue-là. Oui, oui, et ça, on n'en parlera jamais assez. Hem, trop peu est mis en place à l'heure actuelle, sur le marché de la photo à ce niveau-là. Sony, est fer de lance, hein, en étant, la première marque vraiment à communiquer sur, un début de recyclage de certains de ces produits qui, Mmh. ne sont plus utilisés. Donc ça, c'est important. Ils ont été aussi en avance, sur, le packaging, donc c'est-à-dire, les boîtes, dans lequel, le matériel vous parvient, les boîtes, de matériel neuf avec une élimination du plastique non redoublable, non recyclable. Mais c'est vrai que trop peu est fait à ce niveau-là. Donc, euh, le marché de l'occasion là-dessus est vraiment peut-être la solution la plus vertueuse d'un point de vue environnemental pour qui souhaite s'équiper aujourd'hui. Est-ce que tu as une anecdote sur un achat que tu as fait d'occasion à nous raconter? Bah, de toute façon, puisque bon, on l'a dit, tous les épisodes sont disponibles d'un seul coup, hein. Donc ça, c'est chouette. Des fois, quand on se lance dans une série, quand il faut attendre chaque semaine et tout, ça peut être un peu long. Donc là, les auditeurs qui nous écoutent vont dans la foulée, par exemple, entendre ce qu'on a pu dire sur des anecdotes concernant l'achat d'un boîtier, etc. Je sais que moi, je parle du 5D. En réflexe, t'en parles aussi. Euh, je vais revenir très rapidement dessus pour teaser ça, mais vous pourrez l'écouter dans l'épisode dédié un peu plus longuement. En gros, oui, je me souviens, moi, qu'à l'époque, bah, c'était antérieur à l'apparition de MPB. J'étais un peu fébrile quand il s'agissait d'acheter un boîtier comme ça, plein format, dépourvu de système anti-poussière. Donc, j'avais aucun moyen de vérifier derrière le miroir si le capteur était propre, si ce n'est de faire quelques images comme ça avec une carte que j'avais pris sur moi pour faire quelques déclenchements au moment de l'achat. Donc je me souviens de toute cette incertitude qui entourait ce moment-là. Et c'est vrai que depuis, bah, j'ai racheté du matos d'occasion, hein, notamment sur MPB, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette mini-série, c'est que nous-mêmes, on sait que ça fonctionne et on est convaincu par
cette plateforme-là, le fait que désormais on puisse acheter du matériel qui est certifié sous garantie, c'est quand même vachement rassurant. C'est-à-dire que là, on a le nombre de déclenchements qui est donné pour les appareils. Ça, pareil, à l'époque, il fallait passer par des logiciels, voire demander au SAV de la marque chez Canon pour avoir un nombre de déclenchements. Bon, ça fait beaucoup d'éléments qui sont quand même très rassurants pour oser le matos d'occasion aujourd'hui, même sur des hybrides qui, rappelons-le, pour la plupart n'ont pas de rideau de protection et ne sont pas protégés par des miroirs comme ça pouvait être le cas sur des réflexes. Toi, ton côté, Arthur, tu as peut-être une anecdote aussi à nous partager. Ouais, moi j'ai un souvenir très, très précis en tête, un peu émotionnel. C'est mon tout premier boîtier que mon père m'a offert. Et je me souviens, on était allés tous les deux boulevard Beaumarchais à Paris. Alors, le boulevard Beaumarchais, fut Le un temps, boulevard de la photo. c'était quand même le paradis pour les amoureux de photos. Voilà, il m'avait offert une dinguerie à l'époque, que j'ai toujours d'ailleurs. Un Nikon FM2 en version titane, je me rappelle, avec un Ah oui, superbe. magnifique 35 mm 2.8 AIS. Toujours monture F d'ailleurs. Si je me prenais un petit réflexe Nikon numérique, je pourrais l'utiliser aussi. Donc voilà, Complètement. j'ai ce souvenir-là. Et puis, j'ai des souvenirs, bon là, moins d'achats, mais plus d'effets waouh. J'ai eu plusieurs reprises l'opportunité d'aller au Japon et à Tokyo. Et alors, le royaume de l'occasion là-bas, c'est presque une religion. Il y a des magasins absolument délirants sur plusieurs étages, où tout est quasiment dans un état neuf. Voilà, c'était assez impressionnant de voir ça. Mais bon, voilà, on n'a pas tous évidemment l'opportunité d'aller à Tokyo pour s'acheter son matos photo. Puis on va pas se mentir, le boulevard Beaumarchais, c'est quand même plus que c'était aujourd'hui. Du Non, puis un coup, billet à Tokyo, d'un point de vue environnemental, c'est zéro là, pointé. Si c'est que pour ça, c'est zéro pointé. Bon, du coup, Benjamin, si on veut acheter du matos en ligne, en France, sur MPB, comment ça se passe concrètement? si on veut acheter, c'est très simple, hein, on se rend sur le site, on effectue une recherche. Alors, on vérifie bien, dans le cadre de l'achat d'une optique, si plusieurs montures existent pour un même modèle, que on achète la bonne monture. C'est un petit conseil qui peut paraître idiot, mais croyez-moi, j'ai entendu des retours d'expérience où parfois on ne fait pas forcément gaffe. On se dit, ah tiens, telle optique, elle est disponible, je la commande, mais en fait, on s'est juste trompé de monture. Bon, ça peut arriver. Et puis, en fonction du modèle, on va voir qu'il peut y avoir plusieurs modèles disponibles avec plusieurs états disponibles. Et il va y avoir un état mentionné sur le site, usé, bon, euh, état excellent, etc. Donc forcément, le prix va varier en fonction de l'état. Des visuels vont être proposés aussi pour chaque modèle. Sachez, ça c'est très important, que ce ne sont pas des visuels génériques, ce sont vraiment les visuels de l'optique ou du boîtier que vous allez acquérir. Ça veut dire que s'il y a une petite trace qui est indiquée dans le texte et qui est visible sur l'image, ce sera la même trace que vous aurez sur le boîtier que vous allez acheter. Il y a une liste aussi d'accessoires qui sont fournis, qui est mentionnée et qui accompagne la description. Et donc ensuite, il suffit de passer donc à l'achat avec une option, et ça c'est très intéressant aussi, d'échange. C'est-à-dire que si en même temps vous avez un produit chez vous qui prend la poussière ou autre et que vous voulez le mettre dans la transaction, c'est absolument possible, ce qui fera baisser à la fois la facture et qui fera de la place sur vos étagères. Ça veut dire que votre produit va être collecté, va être rapatrié, va être estimé. Il y a une première estimation qui vous sera donnée en amont de la collecte, en fonction de l'état que vous indiquez, etc. Ce sera vérifié, le prix sera vérifié et donc confirmé, ou alors revu à la baisse selon l'état estimé par MPB, ou revu à la hausse, ça peut exister aussi si vous l'avez sous-estimé vous-même. Et ensuite, la transaction aura lieu de manière très classique. Vous recevrez l'objet et puis vous aurez, comment dire, vous ne paierez que la différence entre ce que vous aurez vous donné et ce que vous aurez acheté. Ce qui est assez intéressant finalement, c'est que l'expérience, elle est assez similaire à si on allait sur un site de vente
de matos spécialisé, on va dire plus traditionnel dans le neuf. Déjà, il y a un stock de ouf. Grosso modo, il y a tout qui est dispo sur MPB, sauf peut-être, et c'est normal, les toutes dernières nouveautés. Et puis voilà, on est dans la Ah même bah détrompe-toi, j'ai été surpris. J'ai vu des trucs super récents. J'ai vu des modèles parfois super récents. J'ai vu du Nikon Z Plena 135 mm f1.8. Enfin, je veux dire, c'est assez bluffant. Alors, par contre, se pose alors la question de l'intérêt, puisque là, il faudra pas être surpris, le tarif va logiquement être très proche du tarif neuf. Et ça, c'est tout à fait logique. D'où peut-être l'intérêt, et c'est pour ça que tout à l'heure, c'était intéressant de ta part de citer le 5D, de regarder peut-être une à deux générations un petit peu derrière, ou d'attendre un petit peu, parce que là, il n'y aura pas forcément un intérêt à se jeter sur du matériel comme ça qui vient de sortir. Mais il y en a. Ouais, puis le site est bien fait, c'est simple, les paiements sont sécurisés, la livraison, ça peut aller très, très vite si on paye les transporteurs les plus rapides, c'est garanti 12 mois, il y a une politique de retour, un service client, bref, c'est quasiment exactement comme si on achetait, sur un revendeur, chez un revendeur neuf. Et puis ça nous évite, bah, pas mal de risques finalement parce que Benjamin, quand on achète d'occasion de particulier à particulier, bah, on prend un peu des risques. Ah bah, on prend toujours des risques, bien évidemment. Et puis après, il y a un petit élément aussi d'agrément qui est très intéressant et qui peut participer aussi au confort, qui peut expliquer aussi parfois que les prix ne vont pas être aussi compétitifs qu'on pourrait le penser. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a une qualité de service. On paye aussi un service, c'est-à-dire que même pour la reprise du matériel, je l'évoquais, ou si on vend son matériel, il y a une collecte qui peut être effectuée chez soi. Donc là, on ne se déplace même pas pour aller à un bureau de poste ou autre. On a DHL donc évidemment, hein, on cale un rendez-vous, un jour d'enlèvement, etc. Mais DHL vient, récupère le colis. Donc en fait, on est chez soi, on n'a pas bougé et le matériel part comme ça. C'est quand même ultra confortable. Et puis oui, bien évidemment, c'est comment dire plus sécurisant que de passer par une vente de particulier à particulier, hein. Ça, c'est une évidence. Donc tous les gens qui ne s'y connaissent pas assez, ont un peu peur ou se disent ah non quand même, acheter un boîtier plein format hybride, plein format à quelques milliers d'euros d'occasion. Bon bah là, il n'y a pas trop à hésiter, hein. Je veux dire, même si vous recevez le modèle qui ne vous convient pas parce qu'il y a un petit dysfonctionnement, parce que vous constatez que quelque chose ne va pas, la garantie intervient. Bon, vous rapatriez le produit, vous en recevez un autre. Je veux dire, c'est difficile d'être plus tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe finalement quand on décide de se lancer dans l'achat d'un matériel assez ancien? Alors j'imagine, je sais pas, à partir d'une dizaine d'années, bon, c'est garanti 12 mois, ok, mais passé cette garantie, je veux dire, il y a quand même le risque de, bah, si jamais il tombe en panne, de ne pas pouvoir le réparer par manque de pièces, par manque de trucs comme ça. Est-ce qu'il vaut, on peut aller sur ces trucs-là de manière un peu décontractée, puis on verra bien, ou est-ce qu'il vaut mieux quand même privilégier des modèles qui ont moins de 10 ans pour s'assurer un petit filet de sécurité en cas de pépin? Alors évidemment, ça reste l'indice de réparabilité hein, qui est encore trop peu mentionné, voire pas sur le marché de la photo. Ça c'est un point qui est crucial. Après, il faut le nuancer. Quand on voit l'engouement des jeunes générations pour tout le matériel argentique qui date des années allez, 70 à 2000, bon, on peut se dire que oui, on va prendre peut-être un risque sur du matériel comme ça, mais que on trouvera toujours moyen de le faire fonctionner plus ou moins. Encore faut-il s'assurer, et c'est peut-être la première chose, que les piles, les batteries qui alimentent le modèle sont toujours accessibles, en fait, disponibles. Ça, c'est pas toujours gagné. Et ensuite, tu as totalement raison, et ça, c'est important. Est-ce que ce boîtier, en cas de problème, peut être réparé? Bon, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai souvenir à titre perso d'un D300 récupéré dans le giron familial, qui était un formidable réflexe, mais qui n'était plus en état. L'obturateur avait un souci. Et il se trouve que c'est un appareil qui n'est plus pris en charge par le SAV chez Nikon. Donc peut-être que ça fait partie aussi des choses que vous pouvez consulter, regarder, vérifier en parallèle de vos recherches. C'est si tel ou tel modèle est toujours
prise en charge par la marque et le SAV de la marque, c'est vrai, c'est un critère, mais ça peut jouer sur le prix aussi, c'est-à-dire que le prix, du coup, sera peut-être plus attractif. Donc, l'achat de l'occasion reste une forme de petit pari aussi, mais ma foi, à la fin, c'est une équation. C'est à vous de voir si le gain que vous allez faire ou l'économie que vous allez faire, finalement, vous ne serez pas gagnant au final. C'est ça, en fait, qui compte. Hein. Oui, et puis bon, si vous vous lancez sur des plateformes spécialisées comme MPB, qu'on est dans ces 12 mois de garantie, alors là, pour le coup, il y a zéro souci. Moi, je me rappelle, j'ai acheté une fois un 24-105 mm monture EF Canon pour un boulot et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'autofocus au bout de quelques jours d'utilisation. Signalé chez MPB, retour chez MPB, changement de produit. C'était simple et rapide. Franchement, il y avait rien à redire. Si on veut faire les meilleures affaires niveau prix, quel conseil tu pourrais donner? Alors, les meilleures affaires, je l'ai déjà un petit peu dit, puis on va le dire au fil des épisodes que vous allez écouter, donc consacrés aux boîtiers, aux optiques, aux action cam. Les meilleures affaires, c'est de ne pas forcément chercher la dernière génération. Ça paraît évident, mais de ne pas chercher peut-être le modèle trop récent. Donc, aller chercher peut-être des modèles qui remontent à 2 ans, 3 ans, 2-3 ans en arrière, on va dire. Parce que sinon, la décote ne sera pas spectaculaire par rapport au prix neuf. Voilà. Parce qu'on vient de le lister, il y a quand même toute une batterie de services qui sont mis en œuvre, proposés par MPB, qui font qu'à la fin, le prix peut paraître élevé, voire pas moins intéressant que vous ne l'auriez imaginé, mais parce qu'il faut payer tous ces services et ça paraît logique. Donc, je pense que la bonne affaire tiendrait dans chercher plutôt les générations antérieures. Ça paraît évident. Et puis attention, il faut quand même régulièrement consulter, regarder, parce que les prix fluctuent. Ça, c'est aussi une caractéristique du marché de l'occasion. Nous le savons, en France, il y a la cote historique dressée par Chasseurs d'images qui régit un petit peu tout le marché de l'occasion. Donc, MPB est une plateforme qui n'a pas de prix fixe, et c'est bien normal, puisque au gré des nouveautés, au gré des avancées, de ce qu'il se passe, de la disponibilité ou non des produits aussi, parce que certains produits sont plus ou moins rares, les fourchettes de prix vont évoluer. Donc, il faut régulièrement s'y rendre pour vérifier, consulter, et puis passer à l'achat du produit que vous recherchez, tout simplement. Puis évidemment, si vous voulez réduire encore plus votre facture et si vous en avez la possibilité, revendez votre ancien matériel. MPB le fait, on l'a déjà expliqué. Alors, de la même manière, les prix de rachat sur MPB peuvent vous paraître un peu plus faibles que ce que vous auriez pu obtenir en particulier à particulier. Mais là, vous gérez rien. Il n'y a pas de galère, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de plan foireux, il n'y a pas de négociation pénible et désagréable. Vous décrivez le produit, il vous faut une proposition, vous l'acceptez, vous l'envoyez, vous le validez ou pas. C'est simple, rapide et efficace. Et ça permet de faire réduire la facture si vous achetez du nouveau matériel. Voilà pour ce premier épisode de la mini-série MPB qui est consacrée à l'achat de matériel photo et vidéo d'occasion. Juste une dernière chose, si comme nous, vous êtes tenté de jeter un œil sur MPB, sachez que les offres sont actualisées tous les jours. N'hésitez pas à vous y connecter régulièrement et à vous mettre des alertes pour trouver la bonne affaire. Bien entendu, ces conseils sont valables quelle que soit la plateforme vers laquelle vous vous tournerez si jamais vous envisagez d'acheter un matériel de seconde main. Vous pouvez écouter dès à présent l'ensemble des 4 épisodes de cette mini-série, avec un épisode qui est consacré au boîtier plein format avec le photographe Bertrand Bernager, un autre épisode qui est consacré aux objectifs à très grande ouverture avec le photographe Quentin Caffier, et enfin un épisode qui est consacré aux action cam avec la vidéaste Aurélie Gonin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Benjamin. Prenez soin de vous et à bientôt sur le podcast Faut pas pousser les ISO. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Retrouvez Arthur Azoulay et Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration.
Cette mini-série est présentée par MPB, la référence pour acheter ou vendre du matériel photo et vidéo d'occasion, l'esprit tranquille. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.